On va poursuivre avec Karine Broulet, que je ne présente pas. Peut-être pour des premières réactions sur ce que vous avez entendu, cette recherche-action, en quoi elle peut faire avancer le débat. Alors, pour nous, l'importance de ces recherches-actions, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'amener de la connaissance et essayer de mieux comprendre. Peut-être il faut se souvenir pourquoi ce projet a-t-il été lauréat. On n'est pas lauréat tout à fait par hasard. Dans tout concours, il y a des gens qui réussissent et des gens qui échouent. Alors pourquoi ce projet a été lauréat? Parce que comme cela vous avez été montré par France, et j'ai oublié votre prénom, le collègue de l'AFR CIFAM, parce qu'il y avait un très grand partenariat. Pour nous, c'est très important. Et ce qui a été mis en exergue comme une faiblesse du projet, finalement, ce grand partenariat qui, effectivement, conduit à des architectures administratives toujours compliquées et à des liens qui ne se sont pas faits si facilement entre acteurs du terrain et recherche. Pour nous, ça aussi, c'est un résultat de l'étude. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait des partenariats, on souhaite les accompagner, et en même temps, le fait que ce ne soit pas si simple doit nous conduire à continuer à réfléchir comment aider à ce que ces partenariats marchent, parce qu'ils nous semblent indispensables. J'ai été très intéressée par votre remarque tout à l'heure, quand vous avez signalé qu'on se pose un peu la question de savoir comment les savoirs savants rencontrent les savoirs profanes ou les savoirs empiriques. Dans ce type d'action, on est vraiment au cœur de ce sujet-là. Comment peut-on faire pour que les gens qui savent rencontrent les gens qui font? Et comment tout ce monde-là peut-il se parler pour faire en sachant? Et c'est vraiment un point très très important, à mon sens, de l'action collective à venir. Après, ce projet est évidemment porteur d'innovation, j'y reviendrai. Dans mon poste précédent, je me suis beaucoup occupée d'innovation de produits ou de procédés. Loin de moi l'idée que c'est de l'innovation facile, c'est de l'innovation compliquée, évidemment, d'innover dans les procédés. Je pense que l'innovation organisationnelle, elle est non seulement compliquée, mais en plus elle est complexe. On entre dans le champ de la systémie des acteurs et comme ça a été dit par mes deux camarades de table ronde, quand on entre dans les interactions entre les êtres humains, c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué que quand il faut faire cohabiter deux molécules chimiques et essayer de les faire s'attacher l'une avec l'autre. Donc cette action, elle est vraiment dans ce champ-là, à la fois comment les savants et les faisants se rencontrent, et puis comment on peut décrire ce nouveau type d'innovation, alors qu'il n'est pas non plus tout à fait nouveau, mais sur lequel aujourd'hui on est en train de remettre le doigt, parce qu'on a oublié que c'était important, et on a oublié qu'on ne se parle pas en 2012 comme on se parlait en 1850. Ça a changé, le monde a changé, et les modes de communication forcément ont changé aussi. Alors ensuite, ce dont on a besoin, nous, de là où nous regardons, c'est-à-dire ce qui peut apparaître comme un peu lointain des territoires, en tout cas c'est le reproche qui nous est fait, ce dont nous avons, nous, besoin, pour mieux comprendre, c'est d'avoir des méthodes validées qui sont capables d'analyser les processus. En fait, ce qu'on sait faire, nous, et on l'a dit, je vais en reparler, on sait faire du recensement agricole. On sait mettre sur la table des chiffres et des faits, mais on a parfois du mal à comprendre quel a été le processus qui a permis d'arriver à ces chiffres-là. Alors, quand même, quelques chiffres. Je rebondirai sur ce qui a été dit. C'est vrai que ça n'était pas trop dans le recensement agricole, enfin, où ça a été perdu de vue dans le recensement agricole. Ça a été dit aussi par les collègues qui ont présenté le projet. L'acquisition de données est quelque chose d'extrêmement coûteux. Et donc, quand on veut acquérir de la donnée, il faut faire des choix. Et j'en parle d'autant plus aisément que lorsque les questions ont été préparées pour le recensement agricole 2010, je m'occupais moi-même de biomasse et d'énergie. Et donc, je ne vous raconterai pas dans le détail, mais ça a été très compliqué pour moi de faire poser des questions sur les enjeux énergie renouvelable, biomasse et énergie, parce que le thème du recensement agricole 2010 était les circuits courts. Et comme ça coûte cher d'acquérir des données, il faut choisir entre les données qu'on veut acquérir. Donc, je suis très contente aujourd'hui d'avoir perdu les arbitrages il y a quelques années, puisque je profite aujourd'hui des résultats du recensement agricole sur les circuits courts. Mais ça a été bien dit tout à l'heure, c'est très très dur d'acquérir de la donnée. Donc, il faut réfléchir longuement, il faut acquérir les bonnes données.
Donc quand même quelques chiffres, parce que en même temps, quand un sujet commence à se voir dans le recensement agricole, c'est qu'on est loin de l'anecdote, hein, ça a été dit tout à l'heure, on est passé d'une phase où tout ça semble anecdotique à une phase où ça existe. Et je pense qu'un des symptômes du fait que ça existe, c'est que ça rentre dans les chiffres de quelque chose qui s'appelle le recensement agricole, qui regarde l'ensemble de l'agriculture. Donc on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure et ça a été redit, un producteur sur 5 vend en circuit court, avec la définition très restrictive du recensement agricole, c'est-à-dire un circuit dans lequel il n'y a qu'un intermédiaire. Donc je pense que si on englobait les gens qui vendent avec très peu d'intermédiaires, on irait encore au-delà. Il y a 50% des producteurs de miel qui vendent en circuit court, 50% des producteurs qui font de la production légumière, donc c'est quand même extrêmement important, et qui font, j'insiste sur la production légumière, parce que ce n'est pas forcément que des maraîchers qui font exclusivement de la production légumière. Donc ça veut dire que c'est très réparti dans la population agricole. Un quart des producteurs de fruits et des viticulteurs. Donc là aussi, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, des fois l'image qu'on a en tête en tant que consommateur n'est pas tout à fait la même image que celle qui est dans les chiffres. Pour ma part, qui fréquente un petit peu les viticulteurs, je pensais qu'il y en avait plus. Enfin, en tout cas, moi j'achète en circuit court le vin. Il y a seulement 10% des producteurs de produits animaux. Là encore, ça paraît moins que l'image qu'on en a. On connaît tous les producteurs de porc ou de bœuf qui font des caissettes. Et on a l'impression que c'est très présent. En fait, ce n'est pas cette production-là, mais parce qu'elle pose des problèmes et des difficultés sanitaires qui sont les plus prégnants. Ce qu'on arrive à voir au travers du recensement agricole, alors soit dans les publications nationales, soit dans les publications que nos collègues en région ont fait, il y a en particulier une publication qui a été faite sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'il y a des très très grandes variations d'une région à l'autre. On a l'air de constater, mais vous l'avez évoqué, que c'est très fortement connecté avec la puissance du bassin de consommation. Donc on a plutôt des circuits courts quand on est en périphérie de grandes villes, de là où il y a des consommateurs. C'est très connecté avec ce qui existait en matière d'organisation avant, on va dire, l'arrivée des circuits courts. Ça a été, en particulier, c'est le cas en Bretagne, où l'agriculture était extrêmement organisée. Donc, visiblement, c'est difficile quand on est nouvel arrivant et qu'on arrive sur un territoire où l'agriculture s'est très, très fortement structurée avec le marché de Saint-Paul-de-Léon, etc. Et puis, ça dépend beaucoup des habitudes locales. Et à ce titre, on remarque que 2/3 des agriculteurs corses et 2/3 des agriculteurs dans les départements d'outre-mer vendent en circuit court. Mais simplement parce que ce sont des habitudes. Donc, on retrouve ça. On constate qu'on a des exploitations plus petites en général. C'est une part très très variable du chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de règle aujourd'hui, enfin, en tout cas on ne la voit pas. Il y a beaucoup plus de producteurs qui sont installés en agriculture biologique, ça a été évoqué, mais là pour le coup c'est vrai aussi dans ce qu'on constate dans le recensement agricole. Et ce qui est difficile à capter, c'est que des agriculteurs ont aussi dit au cours du recensement qu'effectivement ils n'étaient pas agriculteurs bio au sens réglementaire du terme, mais qu'ils faisaient attention à leurs pratiques. Et on sait bien que quand un commerçant est très connecté avec son consommateur et qui doit rendre compte finalement de ses pratiques, il est obligé lui-même de réinterroger ses pratiques quotidiennes. Ce sont des producteurs qui, en général, sont diversifiés et souvent dans la transformation. Là, on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a tout l'enjeu de qui capte la valeur ajoutée. Donc, évidemment, un producteur qui va jusqu'à la transformation a des chances de capter un petit peu plus de la valeur ajoutée, mais en contrepartie, ça lui demande une formation, voire de la main-d'œuvre supplémentaire, et donc des équilibres d'exploitation qui ne répondent pas au modèle habituel. Donc là encore, de la réflexion à conduire pour pouvoir calculer. Alors, je continue un tout petit peu. N'épuisez pas votre capital temps, parce que je compte sur vous pour nous aider à voir comment les pouvoirs publics, le ministère, peut aider au développement des circuits courts en général, et en particulier dans les parcs naturels régionaux. Parce que là, je dissipe pas mal entendu les données extrêmement intéressantes que vous nous donnez. Toute la France, voilà, pour toute la France, tout territoire confondu. Donc, je pense qu'on pourrait presque s'en tenir là. J'ai juste un petit mot juste un petit chiffre, parce que ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Gilles Maréchal, c'est qu'évidemment, effectivement, le recensement agricole montre que le premier point de vente, c'est bien l'exploitation agricole. Et dans 50% des cas, le premier point de vente
et bien l'exploitation agricole. Le deuxième point de vente, ce sont les marchés, comme ça a été dit. Le troisième point de vente, ce sont les commerçants détaillants. Donc effectivement, le phénomène AMAP, là encore qu'on connaît tous, et je pense que c'est l'intérêt du recensement agricole, c'est de mettre en chiffres, enfin de prendre un peu de recul par rapport à la pratique que nous avons, ce que nous avons en tête. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème de ce recensement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'actions telles que celle qui a été présentée, c'est qu'on a des difficultés. Enfin maintenant, il faut savoir pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, comment les acteurs se mettent entre eux, comment se passe la médiation, etc. Et voilà. Parmi ces acteurs, le ministère, tatati tatata. Je reviens vers vous. Vous avez, cela dit, Karine Brulé, évoqué l'intérêt de cette innovation organisationnelle en évoquant le fait que c'était très complexe. Alors, on a vraiment besoin de vous pour savoir comment la rendre, non pas forcément moins complexe, parce que la complexité, c'est extrêmement intéressant et important, mais moins compliqué. D'accord ? Mais on revient, j'aimerais quand même qu'on fasse un tour par l'Europe et on reviendra au Sénat. Je vous expliquerai pourquoi, par le truchement de Paul Raoult, pour avoir aussi un autre regard, le regard du législateur qu'il a été. Brancato, vous nous direz ce que peut faire l'Europe pour appuyer le développement des circuits courts dans les parcs naturels régionaux ou en général. Mais auparavant, vos réactions à cette recherche à action dont vous avez eu connaissance du contenu en venant ici à Paris, en quoi elle peut conforter vos propres travaux sur ce thème-là? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation d'abord. Je viens de Bruxelles, comme vous avez entendu. Je travaille à la Commission européenne dans la direction générale agriculture et développement rural, et notamment dans l'unité qui est responsable de la qualité des produits agricoles, donc des AOP, IGP, SDG. Vous avez peut-être déjà entendu que dans ce domaine, il y a aussi, avec le nouveau règlement qualité, un nouveau terme facultatif produits de montagne. Et nous continuons à travailler, nous menons des analyses, des recherches, des consultations avec les États membres et avec les parties prenantes sur est-ce qu'il faut faire quelque chose au niveau de l'étiquetage des produits issus des circuits courts ou des produits locaux. Voilà, ça c'est le défi qui est maintenant sur la table et qui nous occupe. C'est justement pour ça que je suis tellement plus heureuse que je peux participer à ce séminaire ici, à cet échange de vues. Pourquoi ? Parce que si nous voudrions créer quelque chose au niveau européen, il faut d'abord savoir ce qui se passe au niveau des États membres, au niveau régional, au niveau local. Donc, nous essayons de savoir qu'est-ce qui existe déjà dans les États membres, quelles sont des idées, quels sont des besoins des États membres dans ce domaine. Et voilà, je trouve que le projet qui était présenté ici, moi j'avais un peu de privilège d'avoir déjà aussi un joli document, le projet de ce document qui sera le résultat de tous ces travaux. Donc j'ai déjà pu lire sur tous les projets qui étaient menés. Ce que je voudrais dire, c'est que justement, tous ces projets montrent qu'il y a une grande mobilisation dans les zones, dans le terroir, qu'il y a que les gens ont à nouveau découvert qu'il faut créer les liens plus étroits entre les producteurs et les consommateurs, et que c'est ce qui est maintenant vraiment une réalité, et que c'est plus quelque chose qu'on peut observer par ici, par là. Donc il y a une grande mobilisation de reconnecter les consommateurs et les agriculteurs, et de mettre en valeur les produits
issus des terroirs, issus des exploitations agricoles, pour aussi finalement peut-être ajouter un peu plus à la production agricole et retenir un peu plus de valeur de produits agricoles au niveau de l'exploitation agricole. Donc, j'ai compris que je pourrais expliquer plus tard quelles sont les démarches au niveau européen. Donc, je m'arrête ici pour l'instant. Et voilà. Alors, effectivement, s'il y a des questions par après aussi. Alors, effectivement, pour l'instant, parce que je reviendrai vers vous, merci déjà pour ces quelques mots qui nous aident à comprendre quel est le positionnement de l'Europe, le fait que l'Europe a bien mis ces questions dans son agenda, que la réflexion porte sur la qualité. Et toute la question sera de savoir comment on tient d'une main cette exigence de qualité qui passe par des normes, des certificats ou des marques, et puis l'exigence de reconnaître les circuits courts dans leur extrême diversité, comme ça a été souligné par France et Blaise. On reviendra vers vous. Ce qu'il y a de bien avec les circuits courts dans les parcs naturels régionaux, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. La preuve, Marie-Madeleine Mialot nous a rejoint. Merci beaucoup. Alors, je rappelais Marie-Madeleine Mialot, que vous êtes vice-présidente du Conseil régional de la région Centre. Vous avez en charge plusieurs dossiers où ne figurent pas les circuits courts, mais ils y figuraient dans vos précédentes fonctions de vice-présidente de ce conseil régional. Alors, comme je le disais, vous comptiez apporter quelques bémols, mais je vous laisse le soin de le dire, sur justement ces circuits courts dans les parcs naturels régionaux, du fait de l'anarchie, m'aviez-vous dit que ça risquait d'induire avec les autres formes de commerce existants, et puis les difficultés à faire d'un agriculteur également, un commerçant, quelqu'un qui puisse aussi avoir un savoir-faire dans la relation au consommateur. Est-ce bien cela ? Oui, merci. Je voulais juste compléter la présentation. C'est qu'il se trouve aussi, au titre de mes fonctions dans l'agriculture, que nous avons mis en place, parce qu'en lisant l'ensemble des propositions qui ont été formulées et des études qui ont eu lieu, j'ai aussi en charge, à travers l'agriculture, nous avons monté une SIC, une société d'intérêt collectif, pour fournir des produits issus de l'agriculture biologique à nos restaurants scolaires des lycées. Et depuis 2 ans, nous menons cette aventure et j'ai vu que d'autres pensaient la mener ou avaient commencé à la mener. Et je voulais juste dire, et je pourrais répondre peut-être après aux questions plus précises, mais que c'était une grande aventure que de constituer une SIC sur ces créneaux-là. Alors, deux remarques simplement. La première, c'est que, bien sûr, la question des circuits courts, est au cœur de tous les discours politiques. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs que M. Hollande avait encore parlé des circuits courts à l'occasion de la conférence de l'environnement. Mais que cette question des circuits courts, on ne les a pas toujours définis, ou je dirais que la définition varie en fait au fil des années où on utilise le mot, ce qui fait d'ailleurs que nous, dans notre langage politique régional, on a parlé de circuits de proximité. Alors, vous voyez, c'est pour essayer un petit peu de les situer. Donc les circuits de proximité, on a souhaité dans les PNR, mais les PNR ont été effectivement moteurs, et je pense que les PNR, à travers notamment l'installation dans des sites tout à fait remarquables de la maison du parc ou de l'endroit où, on converge d'abord quand on est dans un parc naturel régional. On y converge parce qu'on a un certain nombre d'éléments d'information à recevoir. On y va parce qu'on va rencontrer des personnes. Et que donc dans ces maisons, bien évidemment, la première préoccupation a été de faire valoir ces produits issus de l'agriculture du parc, de façon à donner, aux visiteurs du parc qui vient pour de multiples raisons, mais également d'avoir l'occasion de rencontrer et de pouvoir acheter les produits issus du parc. Ça, c'est la première démarche, et c'est vrai qu'au Conseil régional, on a beaucoup investi pour aider ces maisons à se mettre en place et à être dans des endroits tout à fait intéressants et remarquables.
Le deuxième élément sur les circuits courts, c'est à travers des politiques territoriales, puisque nous avons des pays sur notre territoire et que nous faisons des contrats avec eux. Et aussi bien nous avons essayé de monter avec les filières agricoles des contrats d'appui aux filières. La question des circuits courts est rattachée aux politiques territoriales dans nos politiques régionales. Et donc ça consiste très simplement, pour l'essentiel, dans l'investissement. C'est-à-dire qu'on va aider l'agriculteur à acheter les parties réfrigérées, à faire les travaux chez lui pour accueillir. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde après petit à petit, aujourd'hui, si on fait la carte des ventes à la ferme, il y en a énormément. Et certains sont adhérents à des réseaux, je pense bien sûr au réseau Bienvenue à la ferme, mais il y en a d'autres. D'autres ne le sont pas. Et donc, la question, moi, que je me pose, c'est que dans les mêmes politiques territoriales, nous soutenons les derniers commerces dans les villages, et que quelquefois, les initiatives qui... ce n'est d'ailleurs pas le cas dans les parcs parce que tout est répertorié, tout est organisé et animé, mais dans d'autres territoires qui peuvent être d'ailleurs limitrophes des parcs, on va rencontrer, en fait, se multiplier un certain nombre d'initiatives non coordonnées et qui, effectivement, vont poser problème éventuellement au commerce qu'on vient de réinstaller en aidant la communauté de communes où la commune a acheté les murs. Nous, on l'a aidé au titre de l'artisanat directement la région pour qu'elle puisse s'équiper, acheter du matériel. Et donc, et à côté, se constitue une autre forme de vente. Et comme la zone de chalandise n'est pas si extensive que ça, on peut avoir des difficultés. Et puis, le dernier élément que je veux citer, c'est effectivement la question professionnelle. Beaucoup d'agriculteurs, y compris d'ailleurs parmi nos propres conseillers régionaux, disent, parce que quand vous avez des agriculteurs dans un conseil régional élu, vous lui dites quand est-ce que tu m'apportes du mouton, quand est-ce que tu m'apportes, voilà. Et alors ils disent, mais moi je vends tout à un grossiste parce que j'ai autre chose à faire que d'être un commerçant. C'est pas mon truc d'être commerçant. Moi je suis exploitant agricole, éleveur, mais j'ai pas envie d'être commerçant. Et donc cette question aussi et moi j'ai encore rencontré il n'y a pas plus tard que 8 jours dans Pouligny-Saint-Pierre, vous voyez, c'est un excellent fromage, c'est un tout petit territoire rural, c'est le plus petit AOC de France, je crois, hein, en termes de surface. C'est la seule grande activité, c'est l'activité agricole. Et l'agriculteur qui nous recevait, je vais dire, donc il avait 80 moutons, une centaine de chèvres, il faisait 3 marchés par semaine, il faisait de la vente à la ferme et il faisait un marché paysan. Voilà. Donc en fait, il commençait à être très fatigué et à envisager quand même la création d'un poste salarié. Voilà. Ouais. J'ai peut-être dit trop de choses dans ce premier temps. Alors, non, poursuivons et ça fera transition avec la question de savoir sur quel levier appuyer pour assurer l'accompagnement, la formation et la coordination et rendre complémentaires toutes ces initiatives. Ben justement, au-delà du diagnostic, Marie-Madeleine Mialot, dans votre région, qu'est-ce que vous faites, ne serait-ce qu'en termes de formation? Là, vous avez souligné la nécessité de former. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conséquence en la matière? Je crois que c'est sûrement, j'allais dire, mon passé dans la vie associative qui m'a appris ça plus que la vie politique. Mais l'action politique se résume souvent en fait à appuyer des actions et pas forcément à consolider des réseaux. Or, je suis persuadée que la consolidation des réseaux permet précisément le développement des actions. Et donc, je me suis toujours efforcée, puisque j'ai aussi l'économie sociale et solidaire, de mettre au sein de l'économie sociale et solidaire la question de la consolidation des réseaux comme une des priorités. Et je pense qu'après, c'est les réseaux qui ont cette responsabilité de la formation et de l'accompagnement. Mais je pense que ça n'est pas si répandu que ça, en fait, cette intervention politique-là sur les réseaux, et même des fois, j'ai mes collègues qui m'envoient des petites vannes, mais bon, mais je suis persuadée que pour moi, c'est la clé, en fait, cette notion de réseau et de soutien au réseau, pour moi, est la clé d'une diffusion et d'un accompagnement réussi. Très bien. Alors, poursuivons alors avec Paul Raoult, puis Karine Brûlé et puis Branca Thome sur ces leviers. Alors, pourquoi Paul Raoult? Là, c'est au titre du sénateur que vous avez été des années durant. Alors, peut-être vous pourriez rebondir sur ce qu'a dit Marie-Madeleine. Je vois Marie-Thérèse. Non, je m'appelle Marie-Madeleine, en fait. Je ne sais pas si que... Oui. Voilà.
Ah, voilà, très bien. Alors, vous pourriez rebondir, mais justement pour nous sensibiliser aux difficultés qu'il y a à traduire les attentes, les besoins dans un processus législatif. Ah ben voilà, la réponse est... Oui, j'ai été 19 ans à la Commission des affaires économiques du Sénat et j'ai suivi surtout les problèmes environnementaux, d'abord avec le Grenelle, et puis les problèmes agricoles, étant moi-même fils d'agriculteur. Mais bon, vous savez, la réalité humaine, je le disais tout à l'heure, est quand même très, très divers. Et vouloir encadrer dans des textes réglementaires ce bouillonnement et ce foisonnement, moi, j'y crois pas trop, hein, parce que la diversité des zones agricoles dans notre pays, c'est sa richesse, parfois sa faiblesse, mais enfin, il suffit de voir le nombre de fromages, hein, et tout à l'heure, je parlais des bières. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop encadrer. Ceci dit, après vous avez la commission des affaires économiques, j'avais des collègues de toute tendance, bon, plutôt dans un sens que de l'autre, mais enfin, agriculteurs, hein, ça existe encore des sénateurs agriculteurs, hein, mais en général, vous savez, ils n'étaient pas beaucoup dans la zone bio, hein, et vente directe, hein, président de la commission, c'était un bon producteur céréalier hein, de la Marne. Donc, ce qu'il souhaitait surtout, c'était le maintien des primes PAC. Hein. Bon, et donc, dès qu'on parlait du transfert des primes PAC céréales vers l'élevage, hein, il trouvait que c'était profondément injustifiable. Bon, donc... ok, on peut, mais je crois que plus que la limite, c'est... alors après, il y avait tout le débat sur l'étiquetage, hein, et les labels. Hein, bon, là où on a pas mal travaillé là-dessus, hein, mais même au niveau de la Fédération des parcs, hein, sur la marque parc, bon, on a été en panne pendant au moins 2 ans. Hein, bon, il a fallu négocier, hein, négocier avec l'État. Bon, il n'en reste pas moins qu'à partir de ce que nous avons fait sur la marque parc, il y a un plus aujourd'hui. Hein, il y a un plus. Et donc, je crois que sur tout ce qui touche à la labellisation et un étiquetage précis, concret, il y a une attente forte de la société et il faut pouvoir y répondre. Hein. Et je vous parlais tout à l'heure de ma fête du lait. On a mis en place un concours du beurre fermier. Hein. Eh bien, je peux vous dire que dimanche, ces producteurs me disaient, depuis que j'ai eu un prix, hein, à la fête du lait du Quesnoy, hein, je vends plus de beurre fermier parce que je fais savoir que j'ai eu un prix à la fête du lait. Et quelque part, c'est un lien qui se fait à ce moment-là entre le producteur et le consommateur. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut y aller pour qu'on dynamise effectivement le territoire et en même temps que c'est un plus pour ces producteurs. Juste une réflexion à voix haute que vous m'inspirez, parce que je vous interpellais au titre du sénateur que vous avez été et vous me répondez avec votre casquette de président de parc naturel régional bien vissée sur la tête, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à attendre du législateur. Attendez, je suis un peu... Bon, qu'est-ce que je vais vous dire ? Chaque ministre de l'Agriculture a pondu sa loi sur l'agriculture. Et de nouveau, vous avez vu, première chose, c'est des textes, sauf que c'est des textes qui sont pleins de généralités. Hein. Combien de textes on a déjà voté sur l'installation des jeunes agriculteurs, hein. Chaque ministre vous dit que demain, ces méthodes vont faire en sorte... Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est à 370 000, 380 000 agriculteurs. Bon, quand j'étais gamin... Hein, on n'était pas loin de 3 millions. Bon, donc, faut arrêter, quoi. Hein. Et donc, je pense plus à des mesures concrètes comme celles dont on vient de parler, hein, pour installer des jeunes aujourd'hui, que de dire que ça va être un arsenal juridique ou même financier qui va permettre l'installation des jeunes agriculteurs, quoi. J'ai l'impression, Karine Brûlé, que lorsque Paul Raoult se tournait sur sa gauche, c'était pas pour me regarder, mais pour vous, comme s'adresser à vous. Est-ce que vous rejoignez ce diagnostic et plus, j'allais dire plus exactement, qu'attendre néanmoins des pouvoirs publics ?
Alors, je ne répondrai pas au titre des pouvoirs publics qui rassemblent une partie des gens qui sont à la tribune. Donc déjà, j'ai un peu du mal à m'exprimer en tant qu'État, un petit peu en tant que ministère de l'Agriculture, et j'y arrive à peu près en tant que sous-direction du développement rural et du cheval. Donc, m'en demandez quand même pas trop. Ce qui est compliqué pour nous, quand très modestement, nous faisons une proposition de loi au Parlement qui se charge de la faire évoluer au cours des débats parlementaires, c'est d'essayer de comprendre ce qui relève du particulier et ce qui relève du cas général. Et c'est pour ça, je pense que le reproche de Paul Raoult, auquel je peux que souscrire, est tout à fait juste. C'est qu'au bout d'un moment, quand on essaye de trouver le plus petit dénominateur commun à tous les messages qui nous sont envoyés, en fait, on arrive sur quelque chose qui est un petit peu mou. Ça a un petit peu été dit au cours de la présentation. Vous avez, au cours de ce projet, étudié 8 parcs. Les 8 parcs ne se comportent pas de la même façon parce que les dynamiques qui étaient là au départ n'étaient pas les mêmes dans les 8 parcs. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Les élus locaux ne sont pas les mêmes, ils ont chacun leur sensibilité. Les présidents, directeurs de parcs ne sont pas les mêmes et les équipes d'animation ne sont pas les mêmes. Donc dans tous ces trucs-là qui sont jamais les mêmes et qui aboutissent parfois à des résultats convergents, la difficulté pour nous quand on essaye de proposer un article de loi au Parlement, c'est qu'est-ce qu'on écrit ? Qu'est-ce qu'on écrit pour que toute cette diversité soit confortée ? Donc c'est un exercice très difficile. C'est pour ça que parfois on en reste un petit peu aux incantations, mais je crois qu'il ne faut pas être trop négatif sur ce terme d'incantation. Enfin moi en tout cas, je ne sais pas si c'est votre vécu, mais je pense que le plan ministériel de 2009 a aidé, à conforter, n'a peut-être rien inventé, mais à conforter les gens qui étaient déjà dans les circuits courts, circuits de proximité. J'y reviendrai peut-être pour en reparler avec Madame Mialot. À relégitimer, mettons un à relégitimer les gens qui s'occupaient de ce sujet-là. Les gens qui étaient... allez, on le dit, mais c'est enregistré, il faut que je me méfie. Les chevelus en sabots, on va dire ça comme ça. Et on leur a dit, vous n'êtes pas ça. Vous êtes des acteurs économiques. Vous faites partie des territoires. Vous avez non seulement le droit d'exister, mais on va tenter de vous aider à exister vraiment. Et si quand même, malgré tout, dans le recensement agricole 2010, on constate qu'un agriculteur sur 10 passe pour peut-être parfois une partie de sa production dans des circuits courts, avec la définition très restrictive que j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire que voilà, le discours politique, à un moment donné, a été en phase avec les pratiques du territoire, et c'est au moins ça, cette reconnaissance au niveau national. Donc je crois que c'est quand même pas du tout négligeable la légitimation, ou le fait de rendre de la légitimité à quelque chose qui existe. C'est pas législatif, ça se débat pas au Parlement, mais je crois que c'est important et à minima, ça peut être de notre responsabilité, en lien évidemment avec tous les autres acteurs, et on a vu à quel point ils étaient multiples. Mais il y a au moins, sur ce sujet-là, je pense qu'il n'y a pas de différence entre le discours qu'on peut porter et que le ministre porte aujourd'hui. Il a fait des déplacements dans les territoires ruraux et à chaque fois, il s'est intéressé aux circuits de proximité, avec bien le qualificatif de circuit de proximité, pour bien rappeler que sa philosophie, c'est cette proximité entre les cultures au sein d'un territoire, cette importance économique au sein des territoires et ce lien recréé, puisque il a été entendu que ce lien avait été un petit peu rompu ces dernières années. Avant d'aller à Bruxelles, une réaction peut-être de Gilles Maréchal. Comment vous entendez, comment vous recevez ce terme de reconnaissance qui peut paraître anodin, mais est-ce qu'il l'est autant? Est-ce que l'enjeu, c'est pas justement de rappeler que vous avez été plusieurs durant des décennies à montrer que les circuits courts, qu'on n'appelait peut-être pas comme ça avant, étaient une voie possible pour renouveler le rapport entre producteurs et consommateurs? Vous êtes sensible à ce que vient de dire Karine Brûlé? Ah oui, j'y souscris tout à fait. C'est-à-dire que la situation qu'elle décrivait, alors des chevelus en sabots, elle ne pensait pas à vous. Bléourir, que je vous citais tout à l'heure, en breton veut dire chevelu, donc il manquait que les sabots. Mais c'est tout à fait exact que le fait que l'État démontre qu'il s'intéresse à cela, non pas
comme quelque chose qui permettra de préserver certaines réserves d'Indiens, mais comme une manière de revitaliser l'économie de territoires ruraux, c'est-à-dire ce gage de garantie, dès qu'on parle d'économie, ça devient tout de suite sérieux, a été quelque chose d'extrêmement important. Et si je ne m'abuse, alors si je peux abuser du micro par contre, je crois que l'Union européenne s'apprête à faire de même et que dans la prochaine programmation du FEADER, pour autant qu'on sache, il y aurait une mesure, enfin ce qu'on appelle une priorité d'investissement spécifique pour défendre les circuits courts, augmenter les possibilités de développement, donc ce dont on ne peut que se féliciter. Et je me permets peut-être d'interpeller l'État aussi. Une telle disposition, je ne dirais pas qu'elle existait, mais elle pouvait être appliquée lors de la précédente programmation. Et nous avons l'impression, en fait, que ce n'est pas tant l'inscription européenne qui a rendu les choses difficiles que l'empilement des règles successives venant de l'Europe, puis passant par le filtre de l'État, puis par le pouvoir régional, qui en a fait quelque chose d'ingérable, enfin, disons le mot clairement, une sorte d'usine à gaz, qui font qu'aujourd'hui, les fonds sont peu utilisés.